Aujourd'hui, je vais parler de mon dernier livre qui s'appelle « Trois controverses de la pensée économique ». Les trois controverses en question sont d'abord une controverse sur la nature du travail, ensuite une controverse sur la nature de la dette, à partir en particulier de la lettre qu'avait envoyée Keynes à Roosevelt en 1938, où il lui disait qu'il fallait poursuivre la politique de relance, la politique de grands travaux, et il lui annonçait que de toute façon, il n'y aurait jamais de crise dans l'immobilier, donc il fallait ne pas hésiter à mener une politique active de construction de logements. L'histoire a plutôt montré que les constructions de logements et l'immobilier étaient plus source de crise que de stabilité économique. Et le troisième thème, c'est la fiscalité du capital, un peu une sorte de réponse à Thomas Piketty sur la question de savoir est-ce qu'il faut imposer le capital à partir de la controverse des deux Cambridge, dont l'essentiel était de savoir si on peut mesurer le capital. Pour en faire une base taxable, il faut pouvoir le mesurer. Et donc, la question que se posaient les économistes des années 50, qu'est-ce que c'est que le capital? Est-ce qu'on peut le mesurer quand dans le capital, il y a maintenant des ordinateurs, des locomotives de chemin de fer, des tracteurs, tout un tas de choses qui sont totalement inhomogènes. Mais la vraie question, c'est la première qui porte sur la nature du travail. Je parle de la manivelle de Sismondi. Sismondi, c'est un économiste du début du XIXe siècle qui a défendu les Luddites. Les Luddites, ce sont ces ouvriers anglais qui, dans les années 1810-1820, cassaient les machines parce que ces machines les privaient d'emploi. Et je raconte dans le livre que cette angoisse sur la disparition de l'emploi, cette angoisse qui associe progrès technique à oisivité de masse, à chômage et sous-emploi généralisé, cette angoisse est ancienne parce que non seulement elle existait à l'époque des Luddites, mais Suétone, qui est l'écrivain romain qui a raconté la vie des 12 Césars, c'est-à-dire des 12 premiers empereurs, racontait que Vespasien faisait casser les machines pour pouvoir préserver le plein emploi à Rome. Donc, depuis la plus haute antiquité, tout progrès technique, toute machine est vécue comme une menace, comme déstructurant la capacité de travail et déstructurant la vie quotidienne des gens. Or, ce que je pense, donc dans le livre, je parle d'Alfred Sauvy et de sa loi du déversement qui explique qu'en réalité, le progrès technique supprime des emplois, mais en fait apparaître d'autres. Je parle de Charles Gide, l'oncle d'André Gide, qui rappelait que l'imprimerie a certes supprimé énormément d'emplois dans les monastères, de tous les gens qui copiaient les livres antiques, mais l'imprimerie a développé une masse considérable d'emplois chez les imprimeurs, et surtout elle a permis à toute une partie de la population d'accéder à ces œuvres qui étaient réservées à une petite minorité. Et donc le progrès technique, ça ouvre des possibilités et ça ne supprime pas des emplois. Ma conclusion sur ce chapitre, qui est un peu le centre de mon livre, c'est de dire que si l'emploi ne va pas disparaître, il va changer de nature. Et donc il faut s'adapter à cette mutation qui prendra trois formes. La première forme, je pense que le salariat va reculer au profit d'une logique de relations plus commerciales. On va passer de la société des employeurs à la société des clients. C'est en tout cas ce que disait M. Macron quand il était ministre de l'économie. La génération d'aujourd'hui, a-t-il dit un jour, aura plus de clients que d'employeurs. La deuxième conséquence, c'est que la rémunération du travail va changer dans sa nature. Et donc, les sociétés dans lesquelles les distributions de pouvoir d'achat reposaient sur l'augmentation des salaires et des revenus vont disparaître au profit de sociétés où la distribution de pouvoir d'achat reposera sur des baisses de prix. Car la société moderne, la société des clients est une société de concurrence. Et dans la concurrence, les prix baissent. Et puis le troisième enjeu, c'est que toute mutation exige l'adaptation de la population. Et donc il faut faire des efforts de formation. Là aussi, les économistes anglo-saxons sont passés de la notion de skill à la notion de education. Le skill, en français, ce serait le savoir-faire. L'education, c'est le savoir-être. Et donc, on ne va pas manquer de travail, mais on sera dans une société bientôt, une société de clients, sans inflation, avec une formation tournée vers le savoir-être.